En plus de son intérêt pour le sport et l'éducation physique, il a développé une autre passion, le tourisme. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Hood. Bonjour, M. Gilles. Au remaniement ministériel de l'hiver 72, vous aviez déjà démissionné comme adjoint parlementaire au commissariat. M. Bourassa nomme votre ami Paul Phaneuf ministre... Pas de suite. Il l'a nommé adjoint parlementaire au début. adjoint parlementaire, puis ensuite ministre. C'est ça. Mais quand il l'a nommé ministre, Ouais. est-ce que vous avez cru que ce poste-là vous revenait plutôt qu'à lui? Non, j'étais content pour Paul. J'étais content qu'il nomme un de mes chums. Et la journée où il l'a nommé, ça, c'est du vrai mémérage que je fais là, j'étais à la maison privée de mon ami Yvan Dubois, à Miami. Alors, M. Bourassa m'a téléphoné à Miami pour m'annoncer, avec quasiment des sanglots. Écoute, Gilles, je sais pas comment te le dire, là, mais je veux pas que tu l'apprennes par d'autres. Je nomme ton ami Paul Phaneuf, ministre des Sports, ou responsable du commissariat des Sports. Bon, c'est sûr que sur le coup, j'ai dû garder le silence une seconde ou deux. J'ai dû avaler de travers, je m'en cache pas. C'est sûr que ça fait mal. Si j'avais été cardiaque à ce moment-là, bon, peut-être j'avais eu une attaque. Mais non, j'ai dit, bon, mais je suis bien content, Robert. C'est mon ami. Il a travaillé avec moi à la Cité des Jeunes de Vaudreuil. C'est moi qui l'avais engagé. Il était mon associé dans le camp de vacances, camp d'éducation physique. Je dis, je ne peux pas être contre ça. Et effectivement, les mois ont passé. Et moi, pour ne pas nuire à Paul, j'étais rentré dans un silence presque contagieux. Autrement dit, j'étais presque disparu de la circulation. C'est sûr, ça fait mal. Vous ne pouvez pas croire que ça ne m'a rien fait. Hein? Encore aujourd'hui, ça fait 35 ans, puis des fois, j'y pense, puis j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre pourquoi. On y reviendra. OK. On y reviendra. On est pour le moment aux élections de 73. OK. Et là, on revient sur le plancher des vaches, OK. comme on dit, sur le terrain, dans le comté de Fabre. Est-ce que là, l'électorat a changé? Est-ce que le découpage Oui. du comté a Là, changé? le comté de Fabre devient, autour de 73 en tout cas, la deuxième ville en importance du Québec. C'est plus Québec, là. C'est Fabre qui dépasse les 400-500... Laval, je veux dire, qui dépasse. Alors là, le découpage électoral, Fabre prend la position du centre, l'Est devient Mille-Îles, mon secrétaire de comté, Bernard Lachance, devient candidat, et l'Ouest reste Jean-Noël Lavoie. L'autre élection après, ils en ont rajouté 2 autres. Je pense qu'il y a 5 comtés aujourd'hui. Fabre est retourné vraiment là où il aurait dû être la première fois, Fabreville. Parce que tout le monde me demandait, vous devez connaître ma belle-sœur, elle habite à Fabreville. Moi, c'était le comté de Fabre. Fabreville n'était même pas dans mon comté, c'était complètement à l'autre bout, dans l'Ouest. Bon, alors ça avait changé. Il y a le cégep qui se finissait ou qui ouvrait, l'hôpital, etc. Mais les gens, ça restait toujours des gens, petite bourgeoisie, là, disons, entre guillemets, du bon monde, des familles nombreuses, pas nombreuses, je veux dire, mais des enfants nombreux, 3-4 enfants par famille. À l'élection de 73, vous êtes réélu, élection relativement facile, mais il y a 102 députés sur 110 qui sont élus. Là, vos espoirs de devenir ministre un jour, si vous l'aviez encore, cet espoir-là, ça devait être pas mal diminué. J'avais pas cet espoir-là du tout à ce moment-là, mais j'étais déjà content d'être nommé puis de rentrer par la grande porte au ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche. Parce que là, M. Bourassa vous reconduit C'est ça. adjoint Claude. parlementaire de Claude Simard. Et là, je m'en vais avec Claude Simard. Claude a son bureau, j'ai mon bureau à côté. Puis, il y a des sous-ministres. Alors, je suis invité à toutes les réunions. Mais ça n'a pas pris 2 réunions que je me suis aperçu que sous-ministre adjoint, puis bon, nommez-en 2-3 autres, c'était 3-4 choses qui les intéressaient dans ce ministère-là. Le caribou, l'orignal,
le chevreuil, la truite, puis le saumon. Point à la ligne. Il y avait un sous-ministre à qui je rends hommage, puis ça a été un grand journaliste aussi, Robert Prévost. Robert Prévost, il est tout seul, on dirait, pour s'occuper de la section du tourisme. Alors, je me mets avec lui, on devient complice. Je me bats autour de la table, je me bats à l'Assemblée nationale, je me bats pendant les crises pour essayer de faire comprendre au monde, à ces sous-ministres-là, entre autres, là, des biologistes pour la plupart, que dans un parc national, comme on dit aujourd'hui, dans le temps, on disait parc provincial, il y a d'autres choses que de la chasse et de la pêche. Tu peux aller là pour la photographie. On devrait pouvoir y aller pour marcher, pour camper, pour admirer la nature, faire de l'ornithologie. Bon, fait que finalement, j'ai contribué, je ne dis pas que c'est moi, là, mais j'ai contribué à seconder Robert Prévost. Et là, Robert a eu une idée fantastique. Là-dessus, là, le premier ministre Bourassa, il nous a secondé, tu ne peux pas savoir comment. On a créé le commando des congrès. Hey, ça faisait-tu ronflant? Ça faisait soldat. Robert avait été invité, comme haut fonctionnaire, à un congrès à Monte-Carlo, à Monaco, de toutes les grandes associations européennes, pour un congrès de 3-4 jours. Et là, il prenait un vote pour l'autre réunion d'après. Robert et Gilles, il faut que tu t'embarques, parle-en au premier ministre, on s'en va solliciter la candidature du Québec pour le prochain congrès. Et puis, on a eu le congrès. On l'a obtenu pour 2-3 ans plus tard. Et puis, ça, c'était mon travail. Ça, là, pour moi, là, c'était une grande jouissance. On va revenir un petit peu aux Olympiques. Avec votre ami Paul Phaneuf, vous avez créé Mission Québec 76. C'était pour promouvoir les athlètes, ça? Oui, surtout l'entraînement. Écoutez, là, M. Drapeau avait promis qu'une fois le stade construit, puis tout ça, le parc olympique construit, là, on aurait enfin un Institut national des sports, puis il y aurait de la place pour nos athlètes. Mais en 70, les Jeux sont en 76. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 6 ans-là? Alors, un soir, je suis chez moi, un lundi soir, sans doute, Yvan Dubois arrive. Il dit, on devrait, il ne faut pas attendre l'Institut national des sports. C'est dans 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait d'ici 6 ans? Il dit, j'ai regardé les chiffres, là. Il dit, le Québec, on est le tiers de la population du Canada. Right. Le tiers de la population, ça prendrait le tiers du contingent d'athlètes qui viendrait du Québec. Le tiers des officiels, pas mineurs, pas celui qui ouvre la porte et qui ferme la porte, les officiels sérieux, là, tu sais, le chronomètre, et puis bon, les juges de ci, les juges de ça. Ça prendrait ça. Ils dit, on devrait créer un semblant de Mission Québec 76. Je m'en viens à Québec, je parle de ça avec Paul Phaneuf, Paul il saute là-dessus, tu comprends? Résultat, c'est qu'après les Jeux olympiques de 76, Paul Hull, que tout le monde connaît, l'écrivain, qui a écrit, entre autres, un livre formidable sur la vie de Louis Cyr, Paul a compilé toutes les statistiques, et puis, dans plusieurs de ses livres, ça revient, on a dépassé notre tiers, et en athlète, et en tout ce que vous voulez. Et en officiel. Par contre, on a eu un échec épouvantable, dans la même période, là, plus on approchait des Jeux. Avec ma petite équipe, on avait relevé sur une carte, le long du Saint-Laurent surtout, les écoles où il y avait le plus grand nombre d'enfants pauvres. On est tous dans le bureau du premier ministre. On avait relevé, nous, parce qu'on connaissait les Jeux olympiques, qu'il n'y aurait personne. Tu ne vends pas de billets à Joliette pour la médaille d'or ou la médaille d'argent au tir à l'arc. À part quelques habitués de Montréal ou d'ailleurs, surtout de Joliette, il va y avoir quelques centaines peut-être de spectateurs. Mais tu n'auras pas foule. Dans le stade olympique, où il y a 60 000 sièges, tu n'auras pas beaucoup de sièges d'occupés pour le hockey sur gazon entre le Pakistan et les Indes. Toujours ces pays-là qui gagnent. OK? Tu n'auras pas beaucoup de monde pour le tir au pigeon d'argile, ailleurs. Alors, nous, on avait délimité des endroits. Puis là, on avait demandé, là, on était en réunion devant M. Bourassa, puis là, on dit à Robert, on dit, au lieu de perdre ces billets-là, c'est possible qu'on ramasse tous ces billets-là, puis la gang du COJO, chacun de nous, là, on va distribuer des milliers de billets à des enfants qui auront l'occasion de dire un jour, j'ai assisté, j'ai participé aux Jeux olympiques de 76. Comprends-tu? Même si ce n'est pas la finale de la boxe, où tu refuses des billets, puis il y a un marché noir des billets, ou je sais pas, du basketball au Faram,
Alors, on demande ça, puis nous, ça nous apparaissait un fun noir, comme on dit, de pouvoir distribuer des billets comme ça, puis voir des autobus scolaires transporter des enfants à Joliette pour le tir à l'arc, puis à une autre place pour le pigeon d'argent, etc., etc. Alors, on avait choisi comme ça quelques sports, quelques disciplines. Là, M. Bourassa prend le téléphone, puis il a sa boîte là, sur son bureau, vous pouvez entendre le son, puis il raconte à peu près ce que je viens de vous raconter au maire Drapeau. Puis là, je ne sais pas ce que le maire lui a répondu, mais Robert a fermé la boîte qu'on n'entende rien. Lui a continué à avoir le récepteur sur son oreille. Et puis finalement, l'air découragé, il dit M. Drapeau fait dire que ça ne se fait pas, que le Club de hockey canadien n'a jamais fait ça, donner des billets, parce qu'il y a quelque part, il faut que quelqu'un paye la taxe municipale. C'est la réponse qu'on a eue, puis c'est la déception que tous mes chums et moi avons eue. Puis le résultat, c'est qu'il n'y avait pas plus de monde au tir à l'arc, puis il n'y avait pas plus au pigeon d'argile. Alors, quand on vient me dire qu'il est plein de qualités, je suis parfaitement d'accord. Mais pour connaître les jeunes, connaître les Jeux olympiques, connaître l'Olympisme, connaître les sports, c'est 0 multiplié par 0. Aux Olympiques, un an avant les Olympiques, je ne sais pas pour quelle raison, mais M. Bourassa vous confie une grande campagne d'information pour la tenue des Jeux, le rôle des athlètes, etc. En quoi ça consistait? À 2-3 choses. Avoir l'avion à ma disposition, partir avec Jean-Pierre Dugas ou un ou deux gars, là, comme Donald Gay puis Paul Hull, puis faire le tour des chambres de commerce, des écoles, un peu partout au Québec, puis aller leur parler de l'Olympisme. Et puis, d'autres missions, comme avec les députés, dont Claude Charron, Guy Leduc, Marcel Astigui, on devait être pas loin de 10. On a fait la France, l'Angleterre, l'Italie, tout ça. Ça, c'était pour inviter les gens. On faisait surtout du tourisme à ce moment-là. On parlait des Jeux, c'était le prétexte, les Jeux de 76. Mais venez-vous-en, profitez-en, vous visitez Montréal, voir nos musées, voir les Laurentides, les cantons de l'Est, je sais pas, moi, le Mont-Saint-Anne. Alors, c'était un peu mon travail, là, avant les Jeux. Mais pendant les Jeux, là, j'étais comme un fou. Hein? Vous avez été maître de cérémonie, ça a dû vous faire un ouais, petit velours. Une fleur, ça. Maître de cérémonie, surtout demandé par Paul Desrochers. Paul Desrochers qui m'avait demandé d'être maître de cérémonie. Mais il y avait une idée derrière la tête. C'est que je sois, encore une fois, à côté de Robert. Alors, je coachais, ni plus ni moins, notre premier ministre, tout ça. Mais c'était le fun. La cérémonie des Jeux olympiques est toujours précédée de l'entrée de la flamme. Et ça, là, c'est un cérémonial qui est assez particulier. Oui, et très protocolaire. Et la grande question que tout le monde se pose d'une Olympiade à l'autre, c'est qui va rentrer le dernier pour l'allumer? Mais c'est des milliers de coureurs qui font chacun 1 kilomètre depuis que la flamme a été allumée quelque part au Canada. Alors, en 1976, c'était la torche que les coureurs transportaient et se remettaient avec une petite cérémonie d'à peu près 10 secondes, de main à main, puis, et ainsi de suite, jusqu'à la porte du stade olympique où les deux derniers, un garçon et une fille, français, francophones et anglophones, montaient pour aller allumer la fameuse flamme olympique. M. Hood, quelques mois à peine après les Jeux olympiques de 1976, M. Bourassa a déclenché des élections générales. Il a pris un peu tout le monde par surprise. Vous vous êtes représenté dans Fabre. Est-ce que le comté, la composition de l'électorat avait changé? Énormément. Et en plus, j'avais un candidat de taille, qui était Bernard Landry, comme vous le savez. Mais avant de parler de Bernard, ce que je voulais dire, c'est que dans Fabre, on avait maintenant un cégep, le cégep Montmorency. Bon. Et dans Fabre, il y a peut-être 2000 garçons en 1976 et 2000 filles, ou enfin autour du 2000, qui votaient pour la première fois. Et j'avais autant d'enseignants, soit qui habitaient Laval, ils votaient dans Laval, dans la ville de Laval, dans Fabre, peu importe le comté, ou des gars ou des femmes qui allaient enseigner à Terrebonne, autour, à Montréal, mais qui revenaient à la maison le soir. Alors, grosso modo, j'avais quelques milliers de votes où c'était écrit dans le ciel que ça votait pour Bernard Landry, mais pour René Lévesque. 76, 15 novembre, c'est l'année René Lévesque. René est d'une popularité incroyable. Et Robert Bourassa est à son plus bas, vous vous en souvenez, comme popularité. Et Robert Bourassa, là, on revient en 76, à peu près, pas exagéré, là, disons 3 mois. 3 mois avant le 15 novembre, 3 mois avant l'élection.
Le premier ministre m'appelle, puis là, il me dit, Gilles, bon, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Comme si je ne l'avais pas su. Et il me dit, d'après tous nos sondages, tu es battu à plat de couture dans Favre le 15 novembre prochain. Alors, j'avais répondu au premier ministre, M. Bourassa, Robert, on est allé au champ de bataille ensemble le 5 juin 1966. Si j'ai à mourir, je mourrai au front le 15 novembre. Mais moi, dans ma tête, là, j'étais certain, sûr comme 2 et 2 font 4, que lui serait réélu et que le Parti libéral serait encore au pouvoir. Alors, le lendemain de l'élection, je ne suis pas parti en sauvage de Ville-Laval, moi. Bon, j'ai appelé Bernard Landry. Il m'a invité pour le lunch, mais avant le lunch, je passe au bureau. Là, j'avais un bureau chez Gendron-Lefebvre, le gros building qu'il y avait dans Laval. C'était le seul building qu'il y avait dans mon comté. Alors, j'avais un petit bureau là. Alors, Bernard est venu. J'avais mis dans une boîte les dossiers du comté. Les choses un peu plus confidentielles, je les avais brûlées. J'en avais donné qui étaient confidentielles, style le gars qui vient te voir le lundi dans ton bureau de comté pour te dire que sa fille de 14 ans est enceinte. Il ne veut pas que ça soit répandu dans tout le comté. Bon, alors évidemment, Bernard Landry a compris tout ça. On est allé luncher, il a payé la note. Et puis, c'est comme ça que j'ai fini ma carrière de député. Mais avec une grande déception. J'étais convaincu, honnêtement, j'étais convaincu que Claude Charron, à sa nomination, la RIO, j'étais convaincu que Claude m'appellerait pour m'offrir un job. Moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dentiste. J'avais besoin de mon fonds de pension pour vivre, mais ça me prenait un peu plus que ça pour vivre. Alors, il fallait que je retourne sur le marché du travail. Il y a un peu d'ingratitude, finalement, quand vous perdez. Il y a de l'ingratitude, mais c'est pas juste de tes adversaires, tu sais. C'est de l'ingratitude. Comme je te dis, moi, j'aurais aimé ça, que, bon, la RIO, ça s'est multiplié des emplois. Il me semble qu'il y aurait eu, à quelque part, une bonne petite job pour moi, là. Pas me donner un chèque en blanc, mais me faire travailler dans quelque chose que j'aimais puis je connaissais. C'est pas venu. Puis c'est jamais venu. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous retomber sur pied? Là, vous n'avez pas de job, là? Non, je suis arrivé chez nous. J'étais déjà là, le 15 novembre. Puis un soir, je suis arrivé chez nous, j'ai fait mon caucus. Ma femme, Alain, Sonia. Je me suis retroussé les manches. J'ai dit, il faut que je me prouve, que je vous prouve que je suis capable de gagner ma vie sans l'Assemblée nationale, sans le Parti libéral. Et ça n'a pas pris 4 jours, je pense, 5 jours de novembre, décembre, en tout cas, quelques jours après. C'est drôle, le hasard. Le premier gars qui m'a appelé, je le remercie encore une fois publiquement, ça a déjà été fait, Mathias Rioux, qui était la vedette à CKVL, ligne ouverte. Qui est devenu député de Matane plus tard. Ouais. Mathias m'appelle, puis il était déjà péquiste, indépendantiste à ce moment-là. Mais ça, on s'en foutait, c'était pour une ligne ouverte. Bon, Mathias m'appelle, il dit, Gilles, je veux prendre des vacances dans le temps des fêtes. Veux-tu me remplacer, s'il vous plaît? Hey, je n'ai pas de job. Oui, oui. Bon, je commence ma ligne ouverte entre 4 heures et 6 heures, je pense, le soir. En même temps, Robert L'Herbier, que je salue bien bas, même s'il est décédé, Roland Giguère, qui ont dit, tu reviens à Télémétropole TVA, propose-nous quelque chose. Je leur propose S5, S pour sport. Dans chaque émission, j'avais une chronique sur la littérature ou la culture, l'origine du sport, l'actualité sportive, la science dans un sport. Je me rappelle, ma première émission, c'était sur le baseball. La politique, vous ne l'avez pas lâché parce qu'en 83, vous avez appuyé M. Bourassa. Vous l'avez aidé dans sa campagne. Ah ben oui, à ce moment-là, j'étais au Mont-Tremblant. Et puis, j'ai fait toute la campagne là, à chefferie dans tous les comtés des Laurentides ou à peu près. J'ai eu, je me souviens plus, je pense que c'était 11 délégués en tout, là, tant de petits gars, tant de petites filles, adultes hommes, adultes femmes. En tout cas, j'avais rempli toutes mes casiers, mes petites cases pour du Bourassa. Et puis, chez nous, ça servait puis au Grey Rocks, à côté où Robert était venu nous voir. Après ça, il avait été candidat battu dans une autre élection. Bertrand, oui. Bertrand, non, Boucherville, de ce coin-là. Là. Oui, tu sais, oui c'est le comté de Bertrand. Bertrand. J'étais allé faire toute la campagne. Non. Puis là, je l'ai fait toujours pour Pierre Reid, tu sais. Non, ça, je n'ai pas lâché quand tu l'as dans Bédane. Mais ça ne m'empêche pas certaines libertés. Ça ne m'enlève pas mon droit de parole. Je suis membre du Parti libéral, j'ai ma carte de membre. Mais si ça ne fait pas leur affaire, qu'ils me le disent.
pas député, mais pas de patron. Hein? Je suis libre, puis j'ai encore des tribunes. Je fais encore de la télévision. Ben oui. En 90, ou enfin dans le tournant des années 90, le gouvernement Bourassa vous nomme, vous demande de diriger l'Office du tourisme québécois à Paris. À Paris. Ça, c'était la cerise sur le gâteau de ma carrière. Ah oui? Plus bel job de ma vie. C'est André Vallerand qui est ministre du Tourisme. Un des rares ministres du tourisme qu'on a eu qui a fait monter d'un cran le tourisme, non pas comme un loisir où tu joues au ballon avec tes pieds pour t'amuser à la porte de chez vous, mais comme une industrie. Comme une industrie qui pouvait rapporter des millions et des millions, mais qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui. Alors, à Paris, il y avait l'Office du tourisme du Québec, au 4 avenue Victor-Hugo, donc à côté de l'Arc de Triomphe. Alors, j'ai été là 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans presque. Et puis, quand Vallerand, bien évidemment, c'est M. Bourassa qui m'avait appelé, c'est le premier ministre qui avait toujours... C'était Robert II, là, il revenait pour un nouveau monde que je ne connaissais pas, mais je connaissais Vallerand. Alors, là, mon ami Robert me disait, OK, la grosse bénédiction. Et puis, je me rappellerai toujours dans le bureau d'André Vallerand, ici à Québec. J'ai dit, André, si vous m'envoyez là, à Paris pour faire de l'administration du bureau, parce qu'il y avait 10-12 employés, je n'irai pas, là, envoyer quelqu'un d'autre. Moi, je ne m'en irai pas à Paris pour pousser un crayon puis remplir les colonnes de chiffres, faire des rapports, puis tout ça. Ils ont dit, non, 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 c'est pas ça qu'on veut de toi. On va en avoir une secrétaire là-bas qui va s'occuper de tout ça, l'administration, les comptes de dépenses, de tous les emplois. Effectivement, je suis arrivé à Paris, puis j'ai fait plus qu'on en demande. Est-ce que ça a fait augmenter le nombre de touristes français vers le Québec? Oui. Nous, on prévoyait, pour autour de l'an 2000, ce qui est passé, minimum 400 000 Français. 400 000 Français qui dépensent, là, minimum, en argent nouveau, là, pas des 30 sous qui viennent de Valleyfield ou je ne sais pas où. 400 000 $. Y en a-tu beaucoup d'usines qui font un 400 000 clair au Québec? Pas certain qu'il y en a tant que ça. En tout cas, j'ai fait ça pendant 4 ans. On a augmenté le nombre de touristes. Et puis, finalement, un matin, je reçois un magazine sur mon bureau qui s'appelle L'Express du jeudi. C'est un magazine important, assez intellectuel, là. Et puis, il y a un éditorial qui est encadré. J'oublie le nom de l'éditorialiste. Ça m'aurait fait plaisir de le dire que c'était un niaiseux. Mais peu importe le nom de l'éditorialiste. Et son titre, c'est « Enfin l'indépendance au Québec ». Le texte commence. « J'arrive du Québec. J'ai rencontré des journalistes de mes amis et tous m'ont assuré que d'ici quelques mois, le Québec aura sa pleine indépendance. » OK? Puis là, après ça, c'est là que ça a pu marcher avec moi. Puis là, il commence un paragraphe. Ça nous choque quand on vit en France, d'entendre un Français qui essaie de nous imiter en sacrant ou imiter notre accent. Moi, ça m'enrage. Alors, le gars, il commence son paragraphe. « Tabarnak, point. » Avec un code, tu sais. « Tabarnak, point. » J'ai écrit au rédacteur en chef, « Monsieur, les idées. » Chez nous, un éditorial, c'est la crème de la crème dans un journal. Un éditorialiste, c'est un gars à l'esprit ouvert qui est aussi peut-être la crème de la crème parmi les journalistes. Les idées politiques de votre éditorialiste, un tel, j'oublie son nom, ne m'importent peu. Il a droit à ses opinions, je ne les partage pas nécessairement, mais il a droit à ses opinions. Mais là où je ne marche pas, comment aimeriez-vous ça si un de nos journalistes, éditorialistes, commençait un paragraphe comme ceci? Là, je me suis mis à chercher le plus gros sac des Français. Le plus gros sac des Français, c'est « putain de merde ». Alors, je commence mon paragraphe. « Putain de merde, virgule. Toi, Jacques Parizeau, digne successeur du charismatique, j'en mets, hein, du charismatique, je ne suis pas partisan, là, du charismatique René Lévesque. Tu te dois d'être le premier à crier, puis là, ça pétait dans ce temps-là, à crier « Vive la Corse libre ». Oh, ben, puis je mets le délégué en copie, tu comprends? Ah bien là, ça a été toute une histoire, hein? Toute une histoire. On avait un chef de police
qui avait été envoyé. C'était un chum de Bernard Landry, un ancien gars de Radio-Canada. Je ne veux pas le nommer parce que c'est trop cheap, c'est trop facile à écraser. Tu sais. Alors là, la panique, toute l'histoire. Il envoie le chauffeur Raymond, qui était mon chum, pour m'enlever mes clés dans le bureau. Là, je faisais rire Raymond. J'essayais de le faire rire, il broyait. Je disais, ah ouais, as-tu des menottes? Mets-moi une menotte, là, Manu Militari, vous me sortez du bureau, je pars demain. En tout cas, puis là, ça a pris le bord, ça, des journaux ici. Là, les journaux ont dit, Gélode a dit que les Français étaient des touristes cheap. Je n'ai jamais prononcé le mot cheap de ma vie. Là, Michel Delbecq qui écrivait d'autres articles, Francis, je ne sais pas qui, du journal Le Monde, qui me connaissait bien, il a dit, jamais Gélode nous a dit une affaire semblable. Il a souvent répété que c'était pas assez cher pour venir au Québec passer une semaine. Hey, pour 1 000 il y avait le transport, l'autobus, 3 repas par jour, puis en tout cas, maison. Tu sais, ça n'avait pas de sens. En tout cas, j'ai jamais dit le mot cheap de ma vie, jamais. Pour boucler la boucle sur votre carrière politique, vos plus grandes, je dirais, satisfactions, puis en même temps, vos plus grandes déceptions? Bien, je ne répéterai pas tout ce qu'on vient de dire, OK? Non. Mais mes plus grandes satisfactions, comme politicien, ça a été d'avoir conscience, à un moment donné, de ne pas attendre le journal du matin pour savoir ce qui se passe dans l'actualité, mais d'avoir conscience, c'est un petit peu d'orgueil peut-être, de faire aussi l'actualité, de participer à l'actualité. Ça, c'est une grande satisfaction. Hein? Tu fais un discours en chambre, tu fais une intervention dans une commission, si c'est le fun, le lendemain, les journalistes en parlent, puis bon, tu as conscience de ça, de faire un peu l'actualité. Et l'autre affaire, c'est quand tu réussis dans ton comté, c'est ça ta vraie job de député, quand tu réussis à propager la démocratie, quand tu réussis à aider du monde qui sont mal pris, ça peut être l'ivrognerie ou d'autres choses. Aider du monde. Aider du monde. Bon. Ça, c'était bien le fun. Alors, ça, c'est les grandes consolations. Par contre, vous avez demandé en sous-question. Des déceptions. Des grandes déceptions. Après ma défaite du 15 novembre au soir, il y a un journaliste de la presse, je pense, qui est arrivé avec son micro, puis il dit qu'est-ce que vous regrettez le plus de vos presque 11 ans à l'Assemblée nationale? Et j'ai répondu spontanément, mes silences. Et ça fait déjà plus de 30 ans, et je vous répondrai la même chose. Et pourtant, vous parlez beaucoup. Je parle beaucoup. Des fois, je parle peut-être trop. Mais j'ai des silences que je regrette. Dans ce que je vous ai raconté, je suis persuadé aujourd'hui que si j'avais crié plus fort pour la cause, dans notre jargon entre nous, là, on parle la cause, c'est l'éducation physique, le sport, le loisir, les jeunes, le plein air, bon, etc. Bon. Mais si j'avais crié plus fort, par exemple, pour l'histoire que je vous ai racontée, que l'UQAM soit construite, que l'université soit sur le site des Jeux olympiques, si j'avais crié plus fort pour l'industrie touristique, quand est-ce qu'on parle de l'industrie touristique à l'Assemblée nationale? Invitez donc quelques chroniqueurs touristiques de Pékin, supposons, qui fassent leur affaire de millions, puis de centaines de millions, puis qui vendent des avions. Je n'ai rien contre ça, au contraire. Mais qui prennent quelqu'un, le ministre du tourisme actuel, ou qui ça voudra, qui puisse, être, avec des gens de l'industrie touristique, arriver à leur dire, écoutez, au Québec, là, on n'a pas juste des forêts, on a des hôtels, on a de la gastronomie, on a de la chasse, de la pêche, les couleurs à l'automne. Bon. Alors, vive le Québec, hein? Puis, merci 1000 fois. Le message est passé. Merci beaucoup, M. Hood.